après une journée que l'on me dit si riche et dans laquelle on a dû certainement exiger de vous une grande attention. Et je vois des visages familiers dans la salle que je salue au passage. Et merci à Serge Pellicer pour cette invitation. Alors, parler des usages innovants et de ceux qui ont un impact sur le quotidien, c'est une chose dont vous entendez souvent parler. Je vais essayer de me concentrer sur les quelques avenues, les quelques secteurs dans lesquels nous pensons qu'il y a un vrai enjeu stratégique pour nous, France, pour nos territoires et globalement pour la possibilité d'un renouveau européen dans ces domaines. Alors, vous voyez, le terme est assez ambitieux. D'abord, je vais commencer par un constat, pour montrer que je ne suis pas exactement, je dirais, irréaliste par rapport à la situation française et européenne. Nous, Européens, avons manqué avec persévérance et constance le virage des services de l'Internet ces 20 dernières années. C'est-à-dire clairement que parmi, et je n'ai pas besoin de rappeler malheureusement une actualité récente, parmi les services clés de l'Internet mondial, il n'y a pas de service européen. Au niveau international, vous commencez, vous descendez la liste, Google, Amazon, Yahoo, eBay, Facebook, Twitter, enfin vous descendez, et vous ne trouvez quasiment pas de services qui soient encore européens. Certains des grands services de l'Internet sont originaires de l'Europe, comme Skype et d'autres. Mais fondamentalement, il n'existe pas un véritable écosystème européen des services avec de belles réussites locales, mais pas de réussite transnationale, voire mondiale, encore moins. Or, il se trouve que nous avons vécu une période de relative stabilité en matière d'usage et de plateforme pendant les 20 dernières années. Pourquoi ? Parce que notre outil prioritaire pour se connecter à l'Internet, c'était l'ordinateur. Et que, globalement, on a vécu un partage des rôles, si ce n'est un Yalta industriel, autour de quelques grands acteurs dont les noms sont connus. Or, il se trouve que depuis 5 ans, il y a un battage de cartes autour, effectivement, des plateformes mobiles. Les plateformes mobiles qui étaient vécues comme un gadget, et je vous en parle d'expérience parce que j'ai commencé à travailler sur ces questions il y a une dizaine d'années, en 2003, à l'époque où des services sur mobile, c'était une chose presque incongrue. Aujourd'hui, l'Internet est majoritairement mobile par son trafic, par le volume de données échangées, plus important encore, par le temps passé par les internautes sur des terminaux mobiles vis-à-vis des terminaux fixes. Et donc aujourd'hui, en France, comme aux États-Unis, comme dans de nombreux pays, le temps passé sur les mobiles a très légèrement dépassé le temps passé sur les ordinateurs. Et cette tendance est inéluctable. Quand je dis mobile, évidemment, je n'entends pas uniquement le smartphone, j'entends aussi les tablettes, j'entends aussi effectivement tout ce qui va se passer en dehors de l'ordinateur. Il se trouve que, là encore, quelques chiffres, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais quelques chiffres, nous venons là aussi de dépasser plus de 50% de smartphones parmi les utilisateurs français. Là encore, tendance très lourde, très importante, et qui va monter encore en puissance dans les temps qui viennent. En quoi ceci peut changer quelque chose par rapport à la donne existante ? Parce que vous pourriez me dire, et c'est la première des réponses que j'entends, oui, mais à l'heure actuelle, le marché se partage, alors l'expression à la mode maintenant c'est les GAFA, vous voyez, Google, Amazon, Facebook, Apple, certes, mais la chose est loin d'être inéluctable pour l'avenir. Pourquoi ? Parce que nous avons vécu un rattrapage en 5 ans sur le mobile qui est très impressionnant, mais qui est loin d'être la fin de l'histoire. Pourquoi ? Parce que le mobile, c'est le précurseur de l'étape suivante. Les terminaux mobiles sont les précurseurs de l'étape suivante, qui est l'étape où on va connecter beaucoup d'autres choses au mobile que le mobile lui-même. Je vous rappellerai une nouvelle que nous venons de publier et sur Proxima, notre portail de services publics sur mobile, que je vous invite évidemment à aller consulter, d'une société, d'une start-up toulousaine qui s'appelle Sigfox. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Une petite start-up toulousaine qui, en l'espace de quelques mois, a attiré l'attention du monde entier. Et je ne le dis pas avec l'esprit cocardier du représentant de la République, non, du tout. C'est une start-up qui est vue comme l'un des acteurs majeurs possibles de la connexion avec les objets. Je vous donne un exemple. Un tout premier investisseur chez eux, à avoir investi très tôt dans leur développement, c'est une petite start-up ou une petite société californienne dont le nom ne vous est pas inconnu, Intel, qui d'emblée, très tôt, a perçu le potentiel de cette start-up qui fait quoi ? Qui fait un réseau qui utilise les fréquences libres et gratuites qui ont été redistribuées, vous savez, dans le cadre de la redistribution des fréquences hertziennes de la télévision. Et donc un lot de ces fréquences a été rendu ouvert et gratuit, accessible à tous. Et ils ont utilisé ces fréquences pour distribuer
un réseau à très très bas débit. Vous voyez, on parle souvent du très très haut débit, de la fibre et au-delà. Mais il y a aussi des réseaux à très bas débit. Ils viennent de passer un accord avec TDF pour utiliser les points hauts, vous savez, donc les tours de TDF sur l'ensemble du territoire. Et en l'espace de quelques mois, ils sont capables de faire un réseau qui demande des dizaines de fois moins d'émetteurs pour couvrir la totalité du territoire que les réseaux GSM existants. Et de la même manière, c'est un réseau extrêmement durable et sobre parce qu'il demande 1000 fois moins d'énergie qu'un réseau GSM à couverture égale. Et ce réseau va pouvoir alimenter des millions, qui sait peut-être un jour des milliards, d'objets connectés de toute nature, que ce soit pour la pression, la température, l'hygrométrie, pour toutes sortes de métiers, aussi bien effectivement sur la distribution, l'agriculture, le tourisme, beaucoup d'autres informations, parce que, comme nous le disons souvent dans nos métiers, la nouveauté de ce qui est en train de se passer, c'est que le passage de l'Internet fixe à l'Internet mobile, puis de l'Internet mobile aux capteurs et aux objets connectés, c'est le moment aussi où les informations qui étaient majoritairement, pour ne pas dire quasi exclusivement, créées par des humains sur des ordinateurs, parce qu'en fait, quand on connectait des ordinateurs, derrière l'ordinateur, c'était un humain ou des humains. La particularité, c'est que maintenant, on va connecter des choses qui vont capter de l'information ambiante sur pratiquement tout. Je vous donne un exemple. Nous étions, et j'en rends grâce là encore à Serge Pellicer ici présent, il y a quelques semaines de cela au CES de Las Vegas, donc la grande messe technologique internationale, et nous voyons par exemple la Ford Fusion, une voiture avec des centaines de capteurs à bord. Cette voiture génère, grâce à ces capteurs, 20 gigaoctets de données par heure de conduite. Je répète, 20 gigaoctets de données par heure de conduite. C'est-à-dire que si vous multipliez cela par des centaines de milliers, voire peut-être un jour des millions d'automobiles, vous utilisez une bande passante que jamais des humains n'auraient pu générer. Jamais. Parce qu'un humain, quoi qu'on dise, même si on le met 24 heures durant devant YouTube, à haute résolution, ne consommera qu'un volume relativement faible de ces données. Or là, la montée en puissance des capteurs, c'est la montée en puissance des besoins en bande passante pour l'ensemble des opérateurs, et donc un gisement d'opportunités considérable pour les opérateurs, mais c'est aussi, et revenons à nos sujets, une occasion de créer des usages radicalement différents de ceux que nous connaissions déjà. Je vais vous parler de deux grandes pistes. Nous considérons que nous, Européens, avons une opportunité de créer deux grands secteurs industriels dans les temps à venir, autour effectivement des objets connectés. Le premier concerne la santé. Je vous invite à regarder ce qui se fait dans le domaine de la santé et des objets connectés de la santé, qui a d'abord commencé par tous les objets liés à la forme et au bien-être, et qui va se continuer par des objets liés au suivi des pathologies, à la prévention des pathologies, au-delà des choses qu'on a vues qui semblaient anecdotiques au départ, le tensiomètre connecté, la balance connectée, je cite ici WeThings, entre autres, et beaucoup d'autres. On a eu des glucosemètres connectés, par exemple avec Sanofi, avec IBGesta. On a beaucoup d'autres appareils qui commencent à exister, mais ils ne sont qu'une toute petite partie émergée. Je vois qu'il y a ici un spécialiste, que je salue là encore, de la médecine connectée. Bonjour Norbert. Par définition, ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une véritable galaxie de services médicaux, de prévention, qui seront très largement liés et associés aux activités des assurances et des mutuelles qui y voient un intérêt évident. Comme le disait de manière un peu cynique, mais malgré tout dans le bon sens du terme, un ami assureur d'un grand groupe d'assurance, qui me disait, nous, notre intérêt, c'est de faire que les gens payent le plus longtemps possible. Et donc, s'ils peuvent être en bonne santé le plus longtemps possible et ne pas être dans des situations de polypathologie très lourdes, avec des journées d'hospitalisation à plusieurs milliers, voire parfois dizaines de milliers d'euros, pour nous, c'est beaucoup mieux. Et donc, par définition, tous les éléments qui permettront de réduire les pathologies lourdes ou de les déplacer le plus tard possible dans la vie des patients est pour eux un élément positif. Donc, la participation, comme ils le font aux États-Unis, comme ils le font en Angleterre, et comme ça aura inéluctablement lieu ici aussi, à des services mobiles. Je vous invite, pour ceux que la chose intéresse, à regarder par exemple l'initiative des hôpitaux de New York qui s'appelle Aptic, Aptic avec 2 P, qui est un remarquable portail d'applications médicales que les médecins peuvent prescrire, envoyer à distance vers leurs usagers. Je précise que plus près de nous, les Britanniques ont fait la même chose il y a quelques semaines. Et donc, par définition, nous avons l'opportunité de voir là une nouvelle génération d'acteurs. Quand vous parlez aux représentants européens, des grands constructeurs d'électronique médicale et donc de matériel médical en France et en Europe, General Electric, Madame Clara Guémard il y a peu, c'est assez remarquable de voir qu'ils sont parfaitement conscients
que les nouveaux acteurs de leur secteur, y compris pour les équipements dits lourds, d'imagerie par exemple, seront des acteurs qui n'ont absolument rien à voir avec leur secteur. Ce seront des nouveaux entrants. Ce ne sera pas ni Ericsson, ni Siemens, ni... Non, non. Ce sera des nouvelles sociétés qui vont investir ce champ et produire des objets connectés faisant la même chose que des machines lourdes. Typiquement dans le domaine de l'échographie, ça se fait déjà, avec des sondes que l'on connecte à des tablettes, des sondes échographiques qui donnent quasiment les mêmes résultats en termes d'imagerie pour 1/50e du prix d'un échographe traditionnel. Et ainsi de suite. Et donc, par définition, ce champ est un champ que nous devons investir très vite, parce que les places s'occupent très vite, les dynamiques de marché dans ces domaines sont extraordinairement rapides, il nous faut aller sur ce terrain. Ça, c'est un premier point. Et je rappellerai d'ailleurs que l'un des champs essentiels, l'un des fuels, l'un des éléments moteurs essentiels de cette dynamique sera l'ouverture des données, alors évidemment avec toutes les précautions nécessaires sur la vie privée et sur effectivement le suivi des personnes, mais il est clair que l'accès aux données par les usagers afin de pouvoir bénéficier de tel ou tel service numérique de proximité, ce qui se passe aux États-Unis là encore avec l'initiative dite Green Button et Blue Button, Green Button pour l'énergie, Blue Button pour la santé, est une chose qui devra nous inspirer, nous Européens, pour être en mesure de développer ces nouvelles générations de services mobiles et de M-santé, puisque là encore, au risque d'être un peu dur, les initiatives de e-santé ont été émaillées ces dernières années par un taux d'échec très important, pour dire le moins. Et donc l'idée, c'est que ne reproduisons pas les mêmes erreurs en pensant qu'une même cause produira des effets différents. Essayons de voir plutôt comment accompagner l'usager lui-même. En bon français, on dirait bottom-up plutôt que top-down, pour être certain qu'il y a une appropriation par l'usager lui-même des services, des données, et évidemment de sa santé à terme. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et deuxième secteur ô combien important, l'énergie. L'énergie va générer un nombre d'applications, de services et d'objets connectés considérables dans les temps qui viennent. La maîtrise environnementale, pas uniquement la maîtrise de la consommation énergétique, la maîtrise environnementale au sens large, est en train effectivement de connaître sa révolution copernicienne autour des technologies mobiles. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. D'une part parce que l'énergie va aller en devenant de plus en plus chère et que par définition, on devra permettre au réseau énergétique, qui lui aussi est un réseau purement vertical à l'origine et qui est un réseau hyper centralisé, de devenir un réseau décentralisé, voire même, comme dirait Jeremy Rifkin, un réseau à l'image de l'Internet qui redistribue l'énergie entre différentes structures locales. Et cette redistribution entre les batteries de l'automobile, la maison, les producteurs de quartier, les immeubles à énergie positive, etc., etc. Enfin bon, je pourrais vous décliner la liste. Ces éléments-là auront besoin des technologies de l'Internet. Je vous donne un exemple qui est souvent ignoré. L'une des dernières sociétés à avoir obtenu son habilitation en tant que broker en énergie, en tant que distributeur d'énergie aux États-Unis, s'appelle Google. Ben oui, Google. Pourquoi Google ? Tout simplement parce que quand vous appelez Google et que vous gérez des millions de machines en batterie, comme les poulets en batterie, vous savez, dans les usines de production de données qu'on appelle des data centers, vous avez besoin de les rafraîchir. Et le rafraîchissement de ces machines, qui chauffent beaucoup, coûte 2 fois plus cher que l'alimentation de ces machines. D'où l'intérêt de mettre ces data centers dans des zones froides, sur des bateaux, parfois on l'a fait, enfin dans des fjords, enfin bon. Le refroidissement étant la clé. Donc, Google s'est mis à investi, à l'échelle de son empire technologique, a investi pour développer des technologies de maîtrise de l'énergie dans ces data centers. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas vendre ce service en vendant de l'énergie et en vendant le moyen de diminuer la facture par 2 ? Et ils l'ont fait. Pour l'instant, pour les entreprises, à terme, peut-être, pourquoi pas, vers les foyers. L'idée, c'est que tout ce qui tournera autour de la maîtrise de l'énergie va devenir un enjeu économique crucial. Un autre exemple, une société que nous avons vue aussi d'ailleurs récemment venir à Paris, et qui a rencontré Madame la ministre Fleur Pellerin il y a peu, Nest. Là encore, je regrette de devoir citer effectivement une autre société américaine cette fois,
Nest, c'est un exemple très intéressant, qui pour l'instant n'est pas directement menaçant pour l'Europe, mais qui pourrait le devenir. Nest, c'est quoi? C'est un thermostat. Alors, vous dites un thermostat, c'est pas extraordinaire, c'est une machine assez banale, certes, mais c'est un thermostat connecté, extraordinairement bien designé, qui a été fait par un ancien ingénieur numéro 4 d'Apple, donc quelqu'un qui a dirigé le projet iPhone, donc quelqu'un qui avait, j'allais dire, une connaissance des objets connectés assez forte, et qui a fait de ce thermostat un véritable phénomène. Pourquoi? Parce que ce thermostat apprend l'utilisateur, est connectable via les tablettes, les smartphones, les ordinateurs à distance, et que globalement, il permet de lisser le pic de consommation de 18-20 heures, pour faire simple. Vous savez que le cauchemar des énergéticiens, c'est cette tranche horaire qui oblige à développer des infrastructures énormes, alors que pour le reste de la journée, la consommation est beaucoup plus basse. Donc tout ce qui peut permettre de lisser ce pic intéresse beaucoup les producteurs d'énergie. Or, ça intéresse, pour ce qui est du thermostat dont je vous reparle, c'est d'autant plus intéressant que là, on a un thermostat qui permet de maîtriser globalement la consommation énergétique tout au long de la journée et qui permet effectivement de lisser ce pic de consommation. En l'espace de quelques mois, cette société est passée de 0 à 1 milliard de dollars de valorisation. Cette société, maintenant, vient de passer des accords avec pratiquement tous les distributeurs d'énergie aux États-Unis, dont certains d'entre eux qui donnent ce thermostat à leurs usagers, justement dans l'espoir de lisser ce pic de consommation de fin de journée. Et la fin de l'histoire, c'est que maintenant, en plus de l'intérêt individuel et de l'intérêt de l'opérateur d'énergie, c'est un réseau social qui est en train de se créer entre les différents utilisateurs, donc un service cloud, pour parler technologie, un service cloud qui est en train de se créer autour de cela. Et ce service permet de prévoir et d'anticiper les pannes énergétiques sur l'ensemble du territoire américain. Donc on voit, là encore, je vous parlais du bottom-up, excusez-moi de l'anglicisme, c'est-à-dire des technologies qui partent de l'utilisateur pour aller créer des services plus hauts. Eh bien, c'est la même chose pour l'énergie. C'est-à-dire qu'on a pensé que le réseau électrique intelligent serait une créature qui viendrait du sommet. Ce n'est pas du tout évident. Il pourrait venir de la base aussi grâce à des technologies de ce genre. Et donc, il faut bien avoir en tête, pourquoi je vous en parle? Parce que nous devons développer de nouvelles générations d'objets dans ces domaines. Nous travaillons nous-mêmes, dans le cadre de la délégation, avec EDF et ERDF, autour d'un programme dérivé de notre portail Proxima, qui s'appelle donc Proxima Énergie, cette fois, et non pas Proxima Mobile, autour de la valorisation et du support et de l'aide au développement des applications et des objets connectés liés à la maîtrise de l'énergie. Vous avez tous entendu parler évidemment des compteurs électriques intelligents et tous les débats, parfois vifs, qui ont pu entourer leur déploiement. L'important maintenant, c'est quels objets, pour quels services, à connecter à ces compteurs. Et c'est véritablement l'enjeu. Tous les grands industriels de l'électroménager, de la santé, du tourisme, sont en train de s'interroger sur comment justement intégrer ces notions pour faire en sorte que l'on crée des nouvelles générations de services. Donc je vous parlais de l'énergie et de l'environnement, parce que qui dit énergie dit aussi maîtrise environnementale, contrôle de la pollution, contrôle des différents paramètres environnementaux de la personne, et évidemment l'ensemble pouvant être connecté. Je vous parlerai d'un concours qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle My Air, My Health, c'est-à-dire Mon air, ma santé. Concours international qui visait à faire une cartographie temps réel de la pollution et de son impact sur la santé. Et là encore, à développer des objets, des technologies pour être en mesure de maîtriser à l'échelle d'un pays, d'une région ou même d'un continent l'impact de telle ou telle pollution. C'est vers cela que nous allons. Je vous parlais des centaines de capteurs dans les automobiles, mais il y aura des millions de capteurs dans nos espaces urbains. Ceux d'entre vous qui s'interrogent par exemple sur la voiture électrique et qui se disent mais la voiture électrique mettra du temps, on a des problèmes de batterie, etc. Savez-vous à quoi travaillent aujourd'hui les sociétés de capteurs et les sociétés de développement dans les technologies mobiles de l'énergie? Ils travaillent à des technologies d'induction à l'intérieur même des routes. Vous savez, l'induction, le système qui fait que la brosse à dents se recharge toute seule sans avoir besoin de la mettre sur un plot métallique, eh bien la même induction fonctionnera au travers des roues de l'automobile pour la recharger pendant qu'elle roule. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a pas terminé, on a à peine ébauché, on a à peine effleuré le potentiel, là encore le terme à la mode, de disruption sur les différents secteurs. Je vous en ai cité deux, énergie, santé.
Je pourrais vous en citer 10 autres. Il n'y a plus de secteur protégé. De la même manière, je vous raconterai que quand nous avons créé notre portail mobile, donc en 2009, je précise que Proxima, c'était un rapport que j'avais écrit en 2003 pour le gouvernement à l'époque. Et à l'époque, il s'est trouvé que on me disait, mais le service mobile, ça ne décollera jamais. C'était Windows Mobile, vous savez, à l'époque, enfin Windows CE. C'était l'ancêtre. Personne n'avait envie d'utiliser. Pour vous donner une idée, en 2003, il y avait un téléphone Nokia avec un GPS intégré. Un seul, et il était très cher. Et donc, par définition, à l'époque, on disait ça ne se fera pas. Quand nous avons lancé en 2008 l'idée, parce que là, pour le coup, il y avait iPhone, Android qui commençaient à se développer, on nous a dit c'est quand même un peu tôt, quand même, pour l'État d'investir si tôt dans un secteur. Et je me souviendrai toujours de la visite du représentant de Nokia Europe, qui est venu nous voir et qui nous a pris comme ça entre quatre yeux et qui nous a dit, vous savez, l'iPhone, ce sera le Vietnam d'Apple. Nous, très sérieux, le recevant, ne souriant pas, et disant, vous savez, ça a l'air quand même d'être une machine qui semble avoir un intérêt pour les gens, les applications, etc. Oh non, non, de toute manière, nous sommes, nous, le premier fournisseur mondial de lecteurs MP3. Oui, parce qu'il y avait des lecteurs MP3 dans tous les téléphones Nokia, mais qui les utilisait? Et on a vu ce qu'un leader mondial, et je le dis avec tristesse, un leader mondial européen, créateur de son propre secteur d'activité, en 20 ans, a été décapité en l'espace de quelques années. Il n'y a pas de secteur protégé. Ce qui est vrai de l'automobile, et nous en voyons les preuves tous les jours sur les actions de rattrapage des constructeurs automobiles qui sont obligés d'aller très très vite pour faire des alliances avec des acteurs technologiques, c'est vrai de la distribution, c'est vrai de l'agriculture, c'est vrai du tourisme. On voit que Google est devenu un acteur du booking en matière de tourisme, mais ça pourrait être vrai de beaucoup d'autres infrastructures locales. Je vois qu'on me fait signe, donc je ne vais pas rester trop longtemps, mais c'est vrai de presque tous les secteurs de services et d'industrie. Il n'y a plus de secteur protégé, d'où l'intérêt pour nous autres acteurs de ces questions, militants que nous sommes pour certains d'entre nous, de motiver ces nouveaux acteurs capables de changer, de bousculer des secteurs existants, y compris en Europe, parce qu'il faut bousculer, pas uniquement en ayant en tête des géants américains que l'on essaierait de concurrencer, mais de faire évoluer les secteurs que nous connaissons ici en Europe, et c'est à cela que serviront les nouveaux usages, parce que le pouvoir au sens littéral du terme est dans la main de l'usager, par le biais de ces technologies qui vont l'environner de plus en plus. Et c'est pour ça que nous vivons une période difficile, d'un point de vue économique, je n'ai pas besoin d'y revenir, mais nous vivons une période qui permettra et qui devrait permettre à des acteurs européens, dans certains secteurs, pas tous, mais dans certains secteurs, d'occuper une place clé au niveau international. Et c'est comme ça que certaines de nos startups, devenues parfois ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, sont perçues dans le monde. Je vous parlais de Sigfox, on pourrait parler de Parrot, on pourrait parler de WeThings, on pourrait plus récemment parler de Netatmo, on pourrait parler de quelques autres. L'Internet des objets, comme nous l'appelons dans notre jargon, est un territoire propice aux designers, aux développeurs, aux acteurs européens et français de l'Internet. Le mal que je vous souhaite, à vous tous, c'est de participer à l'évolution et à la création d'activités et de services dans ces domaines. Merci.